Notre prochaine présentation est Mary Aspinall. Elle est candidate au doctorat en sociologie à l'Université du Nouveau-Brunswick et elle a travaillé avec nous au Centre Muriel McQueen Ferguson pour la recherche sur la violence familiale. Bienvenue, Mary. Comme Peter l'a indiqué, je prépare actuellement mon doctorat à l'Université du Nouveau-Brunswick. Aujourd'hui, je vous présente un document de recherche que j'ai rédigé en utilisant certaines données du CDHPI sur les considérations culturelles liées au traitement des contrevenants dans le domaine de la violence conjugale au Canada. Ma recherche doctorale suit un thème similaire. Je pourrais donc vous faire part de quelques résultats que j'ai trouvés, selon moi, qui complètent cette étude de recherche. Je vais commencer par vous donner du contexte sur la recherche, en grande partie à la suite des changements politiques des années 70 et 80, qui ont rendu obligatoire les arrestations dans les cas de violence conjugale. Le système de justice pénale a été confronté à la question de savoir quoi faire avec cet afflux de contrevenants. Beaucoup d'entre eux étaient admissibles à des peines de probation plutôt qu'à l'incarcération. Alors le recours à des programmes communautaires de traitement de la violence conjugale est donc devenu une réponse plus fréquente et une méthode de traitement plus fréquemment utilisée. Il en existe un large éventail, mais l'un des modes de traitement les plus courants actuellement en Amérique du Nord est le modèle de Duluth. Il est basé sur un point de référence féministe ayant été développé initialement pour les hommes blancs et hétérosexuels. Il se concentre sur une thérapie psychoéducative et cognito-comportementale qui considère que la violence conjugale découle de systèmes de croyances patriarcales qui ont appris aux hommes à utiliser des tactiques de contrôle et d'abus contre leurs partenaires. Certaines études sur le succès de ce type de programme de traitement suggèrent que les résultats sont médiocres. Et pour les programmes qui s'appuient fortement sur une forme particulière d'intervention, il se peut qu'ils n'obtiennent pas de bons résultats parce qu'ils négligent d'inclure des participants issus de différents types de relations ou de différents contextes culturels. Cela pourrait donc essentiellement sous-évaluer les besoins alternatifs dont les populations minoritaires et diverses pourraient avoir besoin. Les chercheurs ont suggéré que des améliorations peuvent être apportées en modifiant les programmes pour inclure un traitement adapté à tous les types de contrevenants ayant commis des actes de violence conjugale, ainsi qu'en tenant compte des différences culturelles pour fournir un traitement plus individualisé et plus efficace. Il est important de noter que, même s'il n'y en a pas beaucoup, une grande partie des recherches qui ont été menées sur l'efficacité des programmes de traitement auprès des populations minoritaires ont été réalisées en grande partie aux États-Unis. J'étais donc intéressée de voir si des thèmes similaires émergeaient dans un contexte canadien. Je cherchais à savoir quels étaient les défis et les stratégies utiles dans l'administration actuelle de ces programmes avec des membres de divers groupes culturels au Canada. Je vais préciser de quel groupe il s'agit, mais ma question est vraiment centrée sur les populations de races et d'ethnies diverses. Comme je crois que c'est le cas pour le reste des présentations d'aujourd'hui, cette étude s'est concentrée sur les données qui ont été recueillies au cours de la phase 2, c'est-à-dire avec des informateurs clés qui travaillent sur le terrain. J'ai spécifiquement accès aux données d'entretien de deux groupes. Le premier est celui des prestataires de services qui travaillent dans le secteur pénitentiaire. Il s'agissait d'agents de probation de libération conditionnelle qui ont également indiqué qu'une partie au moins de leur rôle consistait à orienter leurs clients vers ce type de programme de traitement. Le deuxième groupe était celui des informateurs, qui étaient des facilitateurs de ces programmes et qui ont été classés comme partenaires. Petite réponse. Dans le cadre de l'entretien, les nouveaux prestataires de services ont été invités à identifier la population vulnérable avec laquelle ils travaillaient le plus souvent. J'ai sélectionné les entretiens dans lesquels ils indiquaient travailler avec les populations autochtones et immigrées, réfugiés ou les deux. Ainsi, j'ai obtenu 26 entretiens qui répondaient à tous ces critères et que j'ai utilisés pour l'analyse. Comme je voulais voir si les résultats obtenus aux États-Unis pouvaient être reproduits, j'ai utilisé une approche déductive qui consistait à identifier des thèmes dans la littérature et à voir si ces mêmes sujets étaient également abordés par les prestataires de services ici. L'un des principaux thèmes se rapporte aux défis concernant l'administration des programmes de traitement auprès des populations minoritaires. Les recherches antérieures ont suggéré qu'il pourrait y avoir des taux plus élevés d'abandon du programme, un manque d'approche culturellement sensible dans le traitement lui-même et l'adversité des participants face au système judiciaire. C'est donc ce que je cherchais. Je cherchais aussi à identifier toute stratégie utile que les chercheurs avaient également suggérée et qui pourrait inclure la prévalence de données démographiques partagées entre le contrevenant et l'animateur, en reconnaissant que les participants participent au programme avec des traumatismes personnels
et un stress qui doivent être traités. Les programmes doivent être en mesure d'utiliser un traitement axé sur la culture lorsque c'est possible. Voilà tous les thèmes spécifiques que je recherchais. Je vais donc passer un peu de temps sur les résultats. Sur les diapositives, je vous propose diverses citations à l'appui des résultats dont je vais vous parler plus en détail. Moi, je trouve que les citations sont toujours un peu plus intéressantes à regarder. Le premier thème concernant l'abandon du programme n'a pas vraiment donné de résultats dans cet échantillon. Un seul des 26 entretiens a mentionné un manque d'assiduité, mais cela était dû à la crainte des participants d'être reconnus, parce qu'ils se trouvaient dans une communauté plus petite. En termes d'adversité envers le système judiciaire, 7 des entretiens en ont parlé. Les observations faites comprenaient des discussions sur les participants faisant face à des expériences négatives ou à une discrimination historique de la part des forces de l'ordre, ainsi qu'un manque de confiance envers le système de justice pénale ou d'autres autorités. Les informateurs ont également fait allusion aux expériences négatives liées à la corruption des forces de l'ordre dans les pays d'origine, ainsi qu'à la surreprésentation des populations autochtones dans notre système de justice pénale actuel. La discussion sur le manque d'approche sensible à la culture a été le résultat le plus important en ce qui concerne les défis. La moitié des fournisseurs de services ont mentionné un manque d'approche sensible à la culture. Parmi les exemples donnés, citons le fait que le matériel du programme n'était pas toujours disponible dans toutes les langues requises. Il pouvait être difficile de trouver un traducteur approprié et le contenu n'était pas toujours adapté aux participants autochtones, ce qui les obligeait parfois à rechercher des programmes culturellement spécifiques dans des communautés extérieures. Et comme le mentionne la documentation, l'une des perceptions du modèle de Duluth est qu'il est centré sur un cadre hétérosexuel blanc. J'ai aussi pensé qu'il serait intéressant de mentionner que l'un des informateurs, je pense que c'est la dernière citation ici, a spécifiquement identifié que son programme était très blanc. S'il parlait des participants avec lesquels il travaillait ou du contenu du matériel qu'il utilisait, je ne sais pas. Mais il a clairement fait référence à un manque de diversité qui pourrait poser problème à une personne issue d'une population plus diversifiée. Passons maintenant à certaines des stratégies les plus utiles. 5 des informateurs ont mentionné un impact positif lorsqu'il y avait un contrevenant et un facilitateur de même origine démographique. Les prestataires de services qui parlaient la même langue que leurs clients, s'ils étaient eux-mêmes des immigrants ou s'ils avaient un héritage racial ou ethnique identique ou similaire, ont mentionné des expériences positives, surtout lorsqu'il s'agissait d'établir une relation avec leurs clients. Et résultat important, 15 des prestataires de services ont reconnu l'importance de reconnaître les situations qui ont pu se produire dans le pays d'origine des participants, ainsi que la possibilité que les participants souffrent de stress post-traumatique. Il y a une prévalence de traumatisme intergénérationnel et un fort impact des pensionnats et des histoires de colonisation. Alors, bien qu'il y ait eu beaucoup d'exemples de programmes qui manquaient d'approche sensible à la culture, les prestataires de services ont également décrit les façons dont ils essayaient de modifier les choses pour au moins essayer d'être plus inclusifs. Voici quelques exemples. Ils ont parlé d'inviter des aînés à venir parler aux participants, d'incorporer davantage de composantes de santé mentale et de toxicomanie, d'orienter si nécessaire les participants vers des programmes qui incluent des informations culturellement spécifiques ou de combiner leur programme de traitement avec un programme secondaire de conseil ou un autre programme communautaire qui répond à tout besoin supplémentaire. Il semble aussi que les prestataires de services qui ont été en mesure d'intégrer ces ressources supplémentaires dans leur programme étaient situés dans des zones où la population était beaucoup plus nombreuse. Ils avaient probablement accès à plus de services que ceux qui vivaient dans des zones plus parsemées ou rurales. Alors, je vais prendre un instant pour vous parler brièvement de ma recherche doctorale. À mon avis, les résultats que j'obtiens ici sont très proches de ceux de cet autre projet. Ma recherche doctorale se déroule présentement à l'extérieur de l'initiative ICPHF, mais j'ai continué à mener des enquêtes et des entretiens avec des facilitateurs de programmes de traitement de la violence conjugale. Pour les programmes qui sont liés à un tribunal spécialisé en violence conjugale, j'ai posé des questions spécifiques sur la façon dont les programmes fonctionnent avec les participants issus des populations minoritaires. J'entends toujours dire que les programmes sont conçus pour être culturellement neutres, mais qu'ils n'intègrent pas vraiment beaucoup de diversité, et ce,
afin de les rendre accessibles au plus grand nombre. Mais j'ai aussi constaté que, au moins pour les programmes qui sont liés aux tribunaux, lorsqu'il y a des obstacles qui empêchent un participant de bien se débrouiller dans un groupe, il est souvent transféré et il reçoit du matériel dans une séance individuelle avec le facilitateur. D'un côté, cela semble être une façon d'essayer de répondre aux besoins des participants sans avoir à les éliminer complètement du traitement, ce qui semble juste. Mais en examinant de plus près les participants, certaines des raisons les plus fréquentes pour lesquelles quelqu'un serait retiré du groupe sont dues à des choses comme s'il y a une croyance culturelle en conflit avec les autres membres du groupe, s'il y a une forte barrière linguistique, si le participant a des préoccupations de sécurité concernant son genre ou son identité sexuelle, et si le participant est une femme, cela peut être parce qu'il n'y a pas toujours autant de programmes pour les femmes que pour les hommes. Je pense que presque tous les facilitateurs auxquels j'ai parlé, sinon tous, soulignent également que l'un des éléments les plus bénéfiques de leur programme de traitement est le soutien par les pairs et les encouragements que les participants reçoivent dans le cadre du groupe. Ainsi, ils voient qu'ils ne sont pas seuls dans leur lutte. D'autres personnes ont commis le même genre de comportement abusif qu'eux, et ils peuvent obtenir du soutien auprès des autres. C'est très différent des séances individuelles où il n'y a que le participant et le facilitateur. Il y a un changement dans la dynamique. La relation devient davantage type élève-enseignant que quelque chose de plus collaboratif. Ainsi, non seulement les participants qui sont déjà plus désavantagés socialement sont plus susceptibles d'être renvoyés du groupe s'il y a des obstacles, mais ils ne bénéficient pas non plus du soutien des pairs qui, selon les facilitateurs, est l'un des éléments clés et l'une des meilleures choses du programme. Pour en revenir à l'étude de l'ICPHF, il y a des limites à cette étude, parce qu'il s'agissait d'une analyse secondaire, ce qui m'a empêché de revoir les questions d'entrevue ou d'obtenir des précisions de la part des prestataires de services. Bien que les questions d'entrevue originales n'aient pas été conçues pour poser des questions sur les programmes de traitement de la violence conjugale, le fait d'utiliser des entrevues avec des prestataires de services qui travaillent avec les programmes ou qui supervisent les contrevenants pendant qu'ils les suivent, on a pu obtenir des réponses à cet égard. Et je pense que si l'on considère les résultats de ma recherche doctorale, où j'ai élaboré ces questions, on constate un certain chevauchement entre les défis auxquels sont confrontés les programmes et l'adoption d'une approche plus sensible à la culture. Dans l'ensemble, on constate aussi une cohérence avec les thèmes identifiés dans la littérature provenant des États-Unis. Il y a divers défis et stratégies dans un contexte canadien, et pour la plupart, ces sujets ont été abordés. Et bien sûr, il pourrait y avoir beaucoup d'autres choses que je n'ai pas pu identifier parce que je cherchais simplement ces thèmes préexistants à ce moment-là. Les prestataires de services reconnaissent aussi souvent que les participants au programme ont des traumatismes personnels et qu'ils peuvent avoir besoin de recourir à des services extérieurs pour compléter le programme. Je pense que cela reflète le besoin de stratégies qui intègrent une compréhension contextuelle plus approfondie des participants et la raison pour laquelle ils ont recours à des comportements violents ou ce dont ils ont besoin pour continuer à s'abstenir d'utiliser la violence à l'avenir. Jusqu'à présent, de nombreux programmes ne semblent pas être en mesure d'aborder ces questions. Enfin, je pense que les résultats vont dans le sens de la littérature. Comme nous l'avons vu aujourd'hui, une approche unique ne fonctionne pas toujours, et dans ce cas, elle pourrait sous-évaluer les besoins des populations minoritaires. Que des ressources supplémentaires soient facilement disponibles ou non, le fait qu'elles étaient cohérentes et certainement considérées comme nécessaires, m'indique que les approches autonomes actuelles ne fournissent pas suffisamment de soutien aux participants qui ne rentrent pas dans le moule. On constate aussi dans le cadre de ma recherche doctorale qu'ils peuvent être retirés du groupe et faire l'objet de séances individuelles lorsqu'ils ne s'intègrent pas bien à la forme existante. Alors, je m'arrête là. J'ai affiché quelques références de la littérature si cela vous intéresse, et je serai là pour une séance de discussion plus tard dans la journée. Merci.